Salut la planète francophone. Ce calme, cette sérénité. Il n'est pas magnifique cet endroit-là, au cœur des montagnes? Et oui, bienvenue dans l'une des destinations les plus confidentielles d'Europe et pourtant qui a un charme fou, le Kosovo. Ce petit pays, au cœur des Balkans, encore méconnu, mérite d'être mis en lumière. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est d'abord le plus jeune pays d'Europe, à la fois par son histoire, mais aussi par sa population. Ici, 55% des Kosovars ont moins de 30 ans et vous allez rencontrer pendant ce voyage une jeunesse pleine d'énergie et ouverte sur le monde. Alors ici, au Kosovo, on parle albanais bien sûr, mais aussi beaucoup anglais et vous allez le voir, aussi un petit peu le français. Et ce sont justement les Kosovars francophones qui vont nous guider et nous révéler leur pays, une destination européenne encore trop secrète. La première étape de notre voyage, c'est Pristina, la capitale. Et pour me faire découvrir cette ville en pleine effervescence, j'ai rendez-vous avec Desantia. C'est une jeune Kosovare francophone. Elle m'attend dans un lieu emblématique pour la ville et pour le pays. Pour la retrouver, je vais descendre ces montagnes et c'est parti pour un voyage en francophonie au Kosovo. Aki me dal E di që s'jena më bashk Po hala gjelasaj Me dikën me ba E di që sëm takën me C'est moi. Desantia a son portrait affiché sur les murs de Pristina. Elle incarne en effet cette jeunesse kosovare déterminée à arrimer son pays et plus largement les Balkans à l'Union européenne. Desantia a d'ailleurs récemment achevé un cycle d'études au prestigieux Collège d'Europe à Tirana, où elle a même été désignée ambassadrice de sa promotion. Son lien avec la francophonie vient de sa mère, née en Belgique. Comme de nombreux jeunes de sa génération, elle s'engage avec conviction pour les droits humains, l'écologie et la défense des minorités dans un pays jeune où tout reste à construire. Salut Desantia. Bonjour. Enchantée. Moi aussi très heureux de te rencontrer devant ce monument qui est peut-être le monument le plus emblématique pour le Kosovo. Pourquoi? C'est en fait le monument qui symbolise la résilience et l'indépendance de mon pays. Ça a été inauguré le 17 février 2008, qui est la date de l'indépendance du Kosovo. Donc Newborn, renaissance, c'est ça. Ce que c'est très intéressant, c'est que chaque année, l'artiste réinvente en fait le design de ce monument en essayant de parler des thèmes qui sont très importants et contemporaines et sociales. Et puis devant nous, il y a aussi ce bâtiment qui est très impressionnant. Qu'est-ce que c'est? C'est le Palais de la Jeunesse et du Sport, un monument très important pour la jeunesse du Kosovo et de Pristina, parce que c'est là où se déroulent plein d'activités sportives et culturelles et plein de cours, de matchs de sport. À Pristina, quand je me suis baladé en venant de voir, je me suis dit qu'il y a quand même une architecture socialiste ex-yougoslave très importante quand même. Il y en a quelques monuments, oui, où on voit. Par exemple, on a le Hôtel Grand. En haut, il y a une installation qui est intitulée Cool. Quand le soleil s'en va, nous peindrons le ciel. Très joli, ça. Le message est très fort, je pense, de regarder vers le ciel dans l'obscurité. Vous êtes très poètes, les Kosovars. On essaye. Bon, tu me fais visiter ta ville de Pristina? Allez, on y va. C'est parti. Desantia, il est quand même très étonnant ce bâtiment. Je pense que c'est le bâtiment le plus intéressant à Pristina. C'est quoi? C'est la Bibliothèque nationale. Ça a été designé par un architecte croate. Ça a été fait en 1982. Et puis, quand on regarde bien, il y a des petits dômes tout au-dessus. Et il y en a 99. Tu vois, ça se voit que tu es aussi belge parce que tu dis 99, 99 dômes. Pas difficile à comprendre. C'est en fait ce que fait ce monument si unique. Et c'est quand même un monument emblématique dans les Balkans.
On est ici dans le Chech, la rue principale de Pristina. C'est une grande rue piétonne. C'est là où on se rencontre, on mange, on boit du café. C'est en fait où on se retrouve quand on sort. On se promène. Exactement. Je vais t'emmener maintenant dans mon endroit préféré pour manger des bureks. Des bureks. Exactement. Ok, je te suis. On y va. Bienvenue à Pristina. Voilà mes bureks préférés. Ça fait 45 ans qu'on les prépare. 4 générations. Génial. Et ça sent très bon. Exactement. Et ça va être... Faire du bien. Ouais, Falafel. Alors c'est quoi le burek? Et en fait, c'est fait avec des pâtes fines et croustillantes. Et on a 3 types généralement, avec de l'épinard, du fromage et de la viande. Moi c'est fromage. Moi, c'est J'ai l'épinard. très hâte de goûter. En plus, ça sent très bon ici. Exactement. Et c'est super croustillant. Je te dis, c'est délicieux. Ça fait du bien. Bon appétit. J'adore. Au Kosovo, il y a 2 langues officielles, l'albanais et le serbe, mais l'anglais est aussi fortement présent. Les jeunes en particulier le parlent couramment, puisque cette langue est obligatoire dès la première année de l'école primaire. À l'université de Pristina, qui forme les futurs professeurs de français, il faut donc convaincre les étudiants de se tourner vers la langue française, comme l'explique la directrice du département de français. Dans cet environnement anglophone que nous connaissons au Kosovo, c'est un défi, même un combat d'enseigner le français à l'université. Et apprendre le français, c'est un plus, c'est vraiment une plus-value, c'est être multilingue, c'est s'ouvrir des voies, c'est s'ouvrir à d'autres horizons. Et c'est évidemment le français et la France et la francophonie, c'est des cultures, c'est des mentalités. Pour les étudiants, c'est une richesse et ils l'expriment à chaque fois dans nos cours. Pour le Kosovo, la francophonie occupe une place centrale dans ses relations internationales, alors que le pays n'est pas encore reconnu par un très grand nombre d'États dans le monde. La participation à l'Organisation internationale de la francophonie est donc particulièrement importante, au point que le Kosovo aspire à devenir un membre à part entière de cette organisation. Bienvenue à l'Institut français du Kosovo. On y va ? L'apprentissage du français est ainsi fortement encouragé. Très bien. Moi, j'aime cuisiner pour ma famille et mes amis. Dans ce cadre, l'Institut français, ouvert en mars 2024 à Pristina, constitue un partenaire incontournable tant pour les cours de français qu'il propose que pour la promotion de la culture francophone à travers tout le pays, une priorité pour sa directrice Emeline Blandin. Donc l'apprentissage du français au Kosovo est en baisse depuis quelques années. Donc c'est important que l'Institut français du Kosovo soit là, puisse accompagner les enseignants mais aussi les apprenants et redynamiser l'apprentissage du français. Pour renforcer la francophonie, on accompagne les enseignants, on les forme et on développe également avec les autorités locales l'enseignement du français dans les écoles locales. Tu la reconnais, Yvan? Eh mais c'est Dua Lipa. Exactement. Parce qu'elle est kosovare, Dua Lipa. Voilà, elle est notre icône. Et c'est quoi la chanson que tu préfères, toi, de Dua Lipa? J'aime toutes ces chansons, mais peut-être Fever. C'est quand elle chante avec Angèle. Angèle, en tant que belge, Dua Lipa en tant que kosovare. C'est un peu mes 2 identités mélangées, quoi. Génial. Allez, on continue. Petite photo? On y va? Allez, go! Ça va? Oh!
Voilà, ça c'est les petits chapeaux. Voilà. On appelle ça le plis. Peace. Hey. Merci. On est ici dans le quartier ancien de Pristina, qui est très important quand on parle de la patrimoine culturel et religieuse, où on peut voir des mosquées, l'horloge qui est un peu plus loin. À droite, on va voir la maison la plus vieille, qui maintenant est devenue le musée ethnographique de la ville. Oui, parce que j'ai vu, il y a des mosquées comme celle-ci, puis il y a des grandes églises comme l'église catholique qui domine la ville. Oui, ça c'est quelque chose dont on est très fiers, parce que dans notre ville et notre pays aussi, on est caractérisé par la cohabitation des religions, des cultures, etc., etc. Au cœur d'un quartier d'affaires en pleine construction au centre de Pristina, une grande tour aux vitres teintées se détache. Bienvenue à Spix, l'un des centres d'appel les plus importants du Kosovo. Fondée il y a 10 ans, l'entreprise emploie des centaines de jeunes Kosovars formés pour devenir les ambassadeurs du service client à l'international. Dès que l'on pénètre dans les locaux, ce qui frappe, c'est l'environnement de travail pensé pour les employés. Des espaces modernes de rencontres, des salles de réunion conviviales et même une salle de sport dernier cri qui reflète la volonté de Spix de mêler performance et bien-être au quotidien. D'accord. Est-ce que je peux avoir le numéro du client, s'il vous plaît? Des agents parlant plusieurs langues traitent les demandes de clients venus d'Europe et d'ailleurs. Ici, le multilinguisme n'est pas un simple atout, c'est une exigence. Le français y occupe d'ailleurs une place particulière. Plus de 350 francophones travaillent à Spix pour répondre aux clients en français. L'entreprise propose même des cours de formation continue pour que la maîtrise de la langue française soit parfaite. Pour attirer de nouveaux clients, Spix a lancé le programme Explore Kosovo qui vise à inciter les jeunes expatriés à revenir travailler dans leur pays. Pour Marc, responsable du service clientèle, la présence de Spix au Kosovo crée aujourd'hui des opportunités concrètes pour les jeunes Kosovars qui jusque-là cherchaient souvent leur avenir à l'étranger. On a une grande communauté qui vit en France, en Belgique, en Suisse, parmi lesquelles aujourd'hui on fait appeler pour les faire revenir travailler au Kosovo. Et Spix souhaite embaucher des gens pour donner la possibilité de développer notre pays. Kosovara a travaillé plusieurs années au Québec. Lorsqu'elle découvre le programme Explore Kosovo qui lui propose un emploi bien rémunéré où sa maîtrise du français est un véritable atout, elle décide de revenir travailler dans son pays où elle occupe désormais le poste de coach en vente. Je n'ai pas pensé que je peux travailler au Kosovo avec mon français ou bien de travailler avec les gens qui parlent français. Mais quand je suis retournée du Canada, j'ai vu qu'en Spix, tu as l'opportunité de travailler avec beaucoup de francophones de France, Suisse ou bien Canada aussi. Et c'est vraiment bien de travailler tout en groupe dans un pays, un petit pays on va dire, avec la français. C'est assez génial ce lieu avec cette voie ferrée un peu désaffectée, ces fresques sur le mur. C'est chouette. Oui, j'aime vraiment cet endroit-là. En fait, à Pristina, il y en a plein d'endroits comme ça. Parce que le street art est une composante très importante de l'identité de la ville. Il y a plein d'artistes qui s'expriment en utilisant le street art. Et il y a aussi un festival qui s'appelle Meeting of Styles, qui est organisé chaque année et qui trouve des endroits publics qui sont un peu négligés. Et avec des artistes du monde entier, ils ajoutent d'art et de couleurs et de les sublimer. Oui, parce que Pristina, en fait, c'est une ville très artiste. C'est ce que nous représente, je dirais.
Pristina n'est pas seulement la capitale du Kosovo, c'est aussi la capitale du macchiato. Ici, le café, avec son petit nuage de lait, n'est pas juste une boisson, c'est un véritable rituel que l'on prend le temps de savourer dans les nombreux bars et restaurants cosy et branchés de la ville. Ce que j'adore à Pristina, c'est son côté alternatif. Ces quartiers regorgent d'ateliers d'artistes et de lieux de rencontre pour une jeunesse connectée et engagée, ce qui donne à la ville une ambiance à la fois intellectuelle et créative. Là, on passe devant la statue de Ibrahim Rugova. C'est le premier président de mon pays qui est aussi très connu pour son rôle en tant que leader dans la résistance non violente. Oui, on l'appelait le Gandhi des Balkans. Exactement ça. Merci pour cette visite de ta ville de Pristina, qui a priori n'est pas forcément une ville très jolie, mais je trouve... T'es pas d'accord? Comme ça, moi je trouve qu'elle a une âme. Et surtout, voilà, qu'elle a je sais pas, quelque chose d'alternative. Âme, c'est le mot que j'aurais dit en fait, tu as raison. Oui, je pense que Pristina est vraiment plein d'énergie, plein de vie, plein de couleurs et plein d'amour pour la vie. C'est une ville où il y a plein de choses à faire, où les jeunes et tout le monde prend plein d'initiatives, où même s'il n'y a pas de soleil, on se sent comme s'il y avait du soleil. Et là, on a du soleil, voilà, ça tombe bien. Le soleil est venu. Tu es une jeune Kosovare, tu as fait des études européennes. Qu'est-ce que tu aimerais pour ton pays, le Kosovo? En tant que jeune, je voudrais bien que le Kosovo reste un pays actif, que ça continue de se développer, reste pacifique et dans un avenir proche, espérons bien que ça fera partie de l'Union européenne. Le français fait partie de ta vie. Qu'est-ce que cette langue française t'apporte au quotidien, que ce soit au niveau personnel ou professionnel? La langue française est très importante pour moi. Je suis kosovare, mais je suis aussi belge. Et j'ai grandi au Kosovo, mais avec, je dis ça toujours, avec une petite francophonie en moi. Si tu avais un mot des Antilles pour définir ta ville de Pristina, ce serait lequel? L'énergie. Ouais, ça c'est vrai. Une ville pleine d'énergie, de couleurs, de vie et d'initiatives. Tu ne peux pas laisser Pristina sans voir encore un élément qui est très important, et c'est la vie de nuit et les fêtes. D'accord, bon, je reste encore un peu et on profite du coucher de soleil. Et tu mets tes lunettes? Bien sûr, comme toujours. Je décide de partir à quelques kilomètres de Pristina, à Ulpiana, pour découvrir l'un des sites archéologiques les plus emblématiques du pays. Mais sur la route, impossible de ne pas s'arrêter au monastère de Gračanica, un véritable chef-d'œuvre de l'architecture byzantine, avec ses 5 coupoles élancées et ses lignes élégantes en forme de croix. Ce joyau médiéval, construit au XIVe siècle par le roi Stéphane Milutin, est encore plus impressionnant une fois à l'intérieur. Bienvenue au paradis, mesdames et messieurs. Les murs, les voûtes et les coupoles sont recouverts de fresques parmi les mieux conservées de la région. Aujourd'hui, le monastère de Gračanica demeure un lieu de culte pour la communauté serbe orthodoxe et incarne un témoignage majeur du patrimoine culturel commun de la région des Balkans. Pour sa valeur universelle exceptionnelle, il est inscrit, comme 3 autres églises, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. À Ulpiana, je remonte ensuite encore un peu plus dans le temps jusqu'à la fin de l'Antiquité pour rencontrer un archéologue francophone qui fait revivre sous nos yeux celle qu'on surnomme la Pompéi des Balkans.
Salut Ilir. Bonjour Yvan. Ça va? Bienvenue à Ulpiana. Bienvenue dans l'Antiquité. Merci, ça cherche hein. Ouais. Alors tu m'accueilles dans la Pompéi des Balkans. Ouais, c'est Pompéi des Balkans parce que c'est un site énorme, c'est immense. Et c'est le plus grand site archéologique au Kosovo. Et donc c'était un site qui était fondé par un empereur romain qui s'appelle Trajan, au début du XIIe siècle. Et ensuite, en 518, il y a eu un grand tremblement de terre qui a détruit presque toute la ville. Et l'empereur Justinien le Grand, qui était d'origine dardanien, donc de cette région-là, il a décidé de refonder la ville. Et il a nommé Justiniana II après. En fait, il faut imaginer qu'il y a une ville ici, c'est ça? Exactement, ici, surtout là-bas, dans la colline. Là, sur la colline? Il y avait le centre-ville, c'était là-bas. Ah bon? Ah là-bas, sur les champs, là-bas, c'était le centre-ville. Ouais. Et là, Ilir, on est où? On est dans une cathédrale, dans le narthex de cette cathédrale, qui est une des plus grandes cathédrales de la ville, qui fait 40 avec 20 mètres, mais tout l'espace, toute la zone, donc la ville était vraiment énorme. Ça va plus que 120 hectares, la zone intramuros et extramuros. Je vais te montrer l'autre partie de la ville et qu'est-ce qu'on a trouvé ces derniers temps aussi. Ça marche. Ilir a réalisé l'ensemble de ses études d'archéologie en France, à Lyon, jusqu'à l'obtention de sa thèse. Aujourd'hui, il transmet sa passion pour l'Antiquité romaine à ses étudiants de l'université de Pristina, où il enseigne et forme la nouvelle génération d'archéologues kosovars. Sur le terrain, Ilir poursuit inlassablement l'exploration du site antique d'Ulpiana, aux côtés de spécialistes kosovars et régulièrement, en collaboration avec des équipes françaises, il met au jour les vestiges monumentaux de la cité, notamment ses immenses églises, et révèle peu à peu les trésors enfouis de ce centre urbain majeur de l'Antiquité tardive au cœur des Balkans. Là, c'est la nécropole du Nord. Et c'est seulement une partie de la nécropole du Nord, parce qu'en fait, on n'a pas fouillé toute la nécropole. Et là-bas, c'est une tombeau qui est magnifique. C'est 1 tonne de marbre qui a été importé par l'île de Marmara. Mais l'île de Marmara, c'est très loin d'ici. C'est loin, ils ont transporté d'abord par les bateaux, après par le route. Après, il y en a des tombeaux collectifs aussi. Donc, on voit les gestes, en fait. Les tombeaux, c'est très important pour les archéologues parce qu'on arrive à voir les rites et les gestes qu'ils avaient fait dans le tombeau. Et les 2 piliers, c'est quoi alors? Les 2 colonnes, c'est l'entrée d'une chapelle après, parce qu'il y a eu plein de transformations, de changements dans la ville, y compris la nécropole du Nord. Et ici, on voit qu'à un moment donné, cet endroit-là, c'était devenu une chapelle, après que le christianisme ça a été légalisé et rendu religion officielle. C'est quand même un terrain de jeu génial. Quand on est archéologue, quand on voit ce qu'il y a autour de nous, quand même, voilà, c'est infini en fait. Exactement, surtout pour les archéologues, c'est très important de pouvoir voir en détail ces couches-là et ces transformations. C'est ça qui nous intéresse en fait, de voir les changements dans la vie, les changements sociaux, politiques, religieux. Et on les voit très bien à Ulpiana. Et maintenant, je t'amène voir les trésors d'Ulpiana. Génial. Hop. Et voilà le trésor d'Ulpiana. Le trésor d'Ulpiana. Une inscription funéraire dédiée à Aelia. Aelia. On connaît le nom, le prénom, les autres informations grâce à l'inscription qui est en bas, le champ épigraphique, qui montre en fait que là c'est marqué Aelia Clementilla, qui a vécu 17 ans, et que les dédicants en fait c'était son mari, connu lui, Aurel Mayor. Il a posé ça pour sa femme, qui était morte très jeune. Il a mis des petites cœurs là. C'est mignon. Les décorations. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens, toi, Ilir, en tant qu'archéologue, quand tu es en face d'une pièce d'histoire comme celle-ci? C'est très émouvant parce que ça met en valeur en fait l'archéologie et les buts. Pourquoi on étudie l'archéologie? Parce qu'on essaye de voir la vie des gens. En fait, on arrive à voir leurs émotions, parce qu'il montre, il raconte sa vie, il raconte la vie de sa femme. On essaye de comprendre les gens de l'Antiquité. Ils ne parlent pas, mais nous, on arrive à comprendre un peu plus grâce à ces inscriptions-là. C'est génial de voir un visage du IIIe siècle. C'est très joli et ça nous permet aussi de voir les aspects artistiques, l'art décoratif, l'art plastique. Ça nous permet de voir plein de choses sur la vie d'Ulpiana.
il y a une longue coopération avec la France sur ce site. Exactement, surtout à Ulpiana, depuis des années, on a une collaboration très très proche avec la France, avec nos collègues français. Et c'est grâce à cette coopération-là où Ulpiana, elle était pas mal fouillée en fait, et on a trouvé beaucoup de monuments. Et c'est grâce à cette coopération-là que beaucoup des archéologues de Kosovo, ils étaient formés en France en fait. On a reçu des bourses de gouvernement français. Et moi, par exemple, j'ai fait mon master en France et la thèse, et aussi plein de collègues qui ont fait leurs études en France et qui ont retourné ici et on travaille dans notre site archéologique. L'archéologie au Kosovo parle aussi français. L'archéologie au Kosovo parle français. Exactement. Et qu'est-ce que la langue française t'a apporté, justement, dans ta vie? La langue française m'a apporté beaucoup de choses, tout d'abord pour mes études, parce que la France, ça reste un des pays où le domaine, l'archéologie, elle est très développée. Donc ça m'a permis de consulter beaucoup de littérature pour pouvoir poursuivre mes études dans de très bonnes conditions. Et ça m'a permis aussi d'avoir une culture plus générale, plus grande, dans l'art, dans la philosophie, dans plein de choses, en fait, dans plein de domaines. Si tu avais un mot, Ilir, pour définir ton pays, le Kosovo, ce serait lequel? Le Kosovo, c'est un pays jeune, mais avec une histoire très très riche et très longue, et avec un avenir prometteur, je dirais. Eh bien, écoute, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ton site d'Ulpiana. J'ai vraiment adoré. Merci à toi. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci. Prochaine étape de notre voyage, le sud du pays, à Prizren, considéré comme la perle du Kosovo. Et pour me faire découvrir ces trésors et le charme de ces petites ruelles, je vais descendre tout en bas de la vallée rencontrer Ferdi. C'est un photographe kosovar, il m'attend sur le plus vieux pont de la ville. Alors vous êtes prêts? Notre voyage en francophonie à travers le Kosovo continue. Ferdi Limani découvre la photographie en travaillant comme fixeur pour des reporters étrangers durant la guerre du Kosovo. Très vite, il prend lui-même l'appareil en main et documente ce qu'il voit, les familles de disparus, l'attente, le deuil. Son noir et blanc capte l'émotion brute et raconte à travers ses visages l'histoire de son pays auquel il reste profondément attaché. Photographe engagé, il mène aujourd'hui un projet documentaire sur la pollution du fleuve Drin. Il arpente aussi sans relâche sa ville natale, Prizren, qu'il révèle dans toute sa beauté, des ruelles de pierre, aux hauteurs qui la surplombent. C'est donc avec impatience que je souhaite découvrir, à travers son regard sensible de photographe, la capitale culturelle du Kosovo. Et salut le chat, on est pas mal hein, sous le soleil de Prizren. On est bien là. Ah, bah Ferdi est là. Salut Ferdi. Salut Van. Bon, je te dérange un peu, hein. Non, ça va. T'es en plein travail, en train de photographier. Et je comprends pourquoi, parce que quand je vois la montagne, je vois la grande mosquée, ces maisons sur la colline, on est quand même un peu dans un décor de carte postale ici. Bah écoute, parce que Prizren, c'est la plus belle ville du Kosovo. Là, on est sur un pont aussi très ancien, parce qu'on voit qu'on est dans une ville d'histoire ici. On est sur le vieux pont de Prizren, le pont à pierre qu'on appelle, qui a été reconstruit dans les années 80, parce qu'elle elle était détruite avec des inondations. Et c'est un pont qui marque tous les gens qui viennent ici. Tous les gens qui passent sur ce pont, on dirait qu'ils laissent une trace à Prizren. Alors, on le voit hein, ici, il y a cette grande mosquée, il y a une influence pendant plusieurs siècles ici de la présence ottomane turque dans ta ville. Alors, Prizren, c'était la capitale de cette région ottomane et ça a laissé beaucoup de traces. À part l'histoire ottomane, plusieurs cultures qui ont passé par ici, elles ont toujours laissé des traces. Puis il y a un mélange des cultures, des langues, des religions et c'est pour ça qu'elle attire beaucoup de monde. Bon, tu me fais découvrir ta ville de Prizren? Oui, viens avec moi. Sous le soleil? Oui. Allez, va. Ah, on est pas mal au soleil, hein. Ouais, là c'est la place de Shadrevan. Elle s'appelle la place de Shadrevan à cause de cette fontaine d'eau. Et elle a une légende même, comme si on boit de l'eau ici, on va se marier à Prizren, on va rester à Prizren. Du coup, ah, ça va, c'est ça. Bon bah écoute,
Donc si j'ai bien compris, Ferdi, soit je me marie avec quelqu'un de Prizren, soit je me marie à Prizren, c'est ça? Moi, je crois que surtout tu seras le prochain gendre de Prizren. Bon, ça sent un peu le traquenard quand même ton truc, hein? Un peu, oui. Je reviendrai. Bienvenue à Prizren. Alors quand je suis arrivé dans ta ville tout à l'heure, Ferdi, la première chose que j'ai remarqué, effectivement, c'est cette mosquée magnifique qui est devant nous. Alors c'est la mosquée de Sinan Pacha, qui a été construite en 1515 par le Pacha qui s'appelait Sinan à l'époque. Elle est construite sur la place principale de Prizren. C'est encore un lieu de culte qui fonctionne aujourd'hui. Alors oui, maintenant elle est revenue un lieu de culte après la guerre, parce qu'avant c'était interdit de pratiquer les religions pendant la période communiste. Alors ce que j'aime ici, c'est ce petit bruit d'eau, ce sont ces jardins, c'est assez apaisant d'être là. C'est très apaisant, il y a un café, on peut boire du thé ou même des cafés à la turque. Un café à la turque, ça me dit bien d'en prendre un. Je t'invite. On y va? On y va. Ah, le fameux café à la turque. Oui. Mir des tats. Siyene. Ah, Siyene. Ah, ce café, Ferdi, c'est un voyage. Ça réveille des souvenirs, ça. Pour conclure notre balade dans les rues de Prizren, Ferdi me propose de monter tout en haut de l'impressionnante forteresse qui domine la ville. Depuis ses remparts, la vue est splendide. Alors que le soleil se couche, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur son engagement de photographe. La photo, c'est aussi un engagement pour toi et tu as envie d'apporter quelque chose à ton pays. Oui, justement, parce que j'ai commencé la photo en documentant tout ce qui se passait dans mon pays, la guerre et toute la misère. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était un bon moment pour faire quelque chose pour mon pays. Et donc là, tu t'engages pour l'environnement surtout. C'est exactement le moyen pour regarder vers l'avenir parce que justement je suis engagé pour montrer la fragilité de nos sources naturelles d'eau potable. Je trouve que c'est le moment pour toute ma génération de donner quelque chose pour le pays. C'est le moment de construire notre pays. C'est à nous de faire ça après plusieurs siècles d'être sous occupation. Alors si tu avais un mot pour définir ton pays, le Kosovo, ce serait lequel? Alors ça c'est l'œil. Parce que j'ai commencé la photo ici et je vois toujours avec l'œil de Prizren. Et puis ça m'a beaucoup aidé de voir les choses autrement. Et un mot pour ton pays, le Kosovo? Pour le Kosovo, ça serait le cœur. Parce que mon cœur bat pour le Kosovo. Bon, merci beaucoup d'avoir fait découvrir ta ville de Prizren. Et puis comme j'ai vu de l'eau de la fontaine, je sais que je vais revenir. Tu vas sûrement revenir. Merci. Et au plaisir de te revoir. Merci à toi. Voilà. Cap un peu plus au nord du pays, dans la ville de Đakovo, où je suis invité dans l'une des écoles les plus dynamiques du pays pour l'apprentissage du français. Depuis 1970, les 900 élèves de l'établissement étudient le français plusieurs heures par semaine, une langue même obligatoire. Bonjour, je m'appelle Orisa, j'ai 16 ans. Bienvenue à Đakovo, Kosovo. Tonika est l'une des 3 professeurs de français de l'école. Chaque année, elle prépare avec ses élèves des spectacles pour célébrer la francophonie au mois de mars. Aujourd'hui, ils m'ont réservé une belle surprise. Destination francophonie et au Kosovo. Le nom de l'émission s'affiche sur la porte et la salle de classe a été transformée en véritable scène. Je découvre des élèves qui déclament de la poésie en français. Exilé sur le sol au milieu des eaux,
ces aides de gens l'empêchent de marcher. Qui interprète merveilleusement bien des chansons de Barbara Pravi. Et qui offre ensuite un superbe spectacle de danse traditionnelle de la région. Il y a quelque chose de profondément émouvant à voir ces jeunes prendre du plaisir à vivre la langue française tout en célébrant les chansons et les traditions de leur pays. Après un final plein de ferveur, Donika me propose de découvrir sa ville. La visite commence tout en haut d'une immense horloge qui offre un point de vue exceptionnel sur Jakova. Donika, je pense qu'on a la plus belle vue sur ta ville de Jakova. Merci, oui, c'est une ville magnifique. Alors là, ici, on voit toute ta ville. Oui, on peut voir ici toute la ville, on peut voir la mosquée, l'église catholique aussi, vous pouvez voir le vieux bazar, beaucoup de touristes viennent ici. On peut voir l'heure? On peut voir l'heure, oui. Partout, où qu'on soit dans la ville. Oui, oui. Donika, on descend? On va voir ta ville? Ok, on y va, pas de problème. Allez, Donika, on met les lunettes à la découverte de Jakova. Okay. Ah, Donika, j'adore cet endroit, c'est super mignon. Oui, c'est une très jolie place, le vieux bazar. Tu peux boire le café, tu peux reposer un peu, avoir un rendez-vous avec les amis. Toi, tu viens souvent ici? Oui, oui, je viens souvent ici. Peut-être je t'invite de voir un petit concert. Là maintenant, un petit concert? Oui. On y va? Oui. Un petit concert, génial. À Jakova, il existe un lieu incontournable pour découvrir le patrimoine traditionnel kosovar, c'est le musée ethnographique. Installé dans une splendide maison traditionnelle construite en 1810, le musée abrite près de 2000 objets allant des ustensiles du quotidien aux vêtements traditionnels, dont de précieuses tenues brodées et une remarquable collection de plisses, les célèbres chapeaux albanais. Pénétrer dans cette maison, c'est remonter dans le temps. On y découvre la finesse d'un artisanat dont les Kosovars sont très fiers et qui témoigne de la richesse culturelle de la région de Jakova. Ah, Donika, on entend la musique? Oui, ben voilà, c'est le concert. Ce sont les élèves de nos lycées qui chantent une musique traditionnelle. Donika, ce pont tout en courbe est magnifique. Il est un très beau ce vieux pont. Oui, c'est ça, c'est le pont de Thérésie. Il a été construit en 15e siècle. Et l'architecture, c'est typique ottomane. Ah, c'est pas mal d'être là. Tiens, on s'assoit ici? Oui. Tu es professeur de français. Pourquoi tu aimes enseigner le français au lycée? Oui, j'aime les professions d'enseignant, c'est ma passion. J'aime beaucoup travailler avec les élèves, les enfants, parce que les travaux avec eux me donnaient à moi plus de nouveautés, plus d'expérience et plus d'énergie positive. Ça se voit. Oui. Tu es très positive. Merci. Si tu avais un mot pour définir ta ville de Jakova, ça serait lequel? Hospitalité. Je suis d'accord. Oui. Et si tu avais un mot pour le Kosovo, ce serait lequel? Oui, c'est petit pays, mais le grand cœur. Ah, j'adore, j'adore. Merci, merci à toi.
je poursuis mon voyage un peu plus à l'ouest, jusqu'à Peja, porte d'entrée vers les montagnes du Kosovo. Cette ville est également considérée comme un centre culturel et intellectuel du pays. Mais ce qu'il y a de plus fascinant ne se trouve pas dans ces rues ni sur la place du Vieux Bazar. Il faut s'éloigner un peu de la ville, lever les yeux vers la montagne et repérer un mystérieux cube noir accroché au flanc de la roche. C'est là, dans cet édifice discret et presque secret, que bat le cœur d'une véritable pépinière de championnes de judo, l'une des plus impressionnantes au monde. Championne d'Europe, championne du monde, médaillée olympique, elles viennent toutes de Peja. C'est dans ce temple du judo, fierté de tout un pays, que je m'apprête maintenant à les rencontrer. Allez, c'est parti. Alors, juste là, il y a Nora, championne olympique, médaille d'or à Tokyo. Et puis, juste là, en train de combattre, il y a Distria, médaille d'or à Tokyo, médaille d'argent à Paris. Et puis là, un petit peu plus loin, c'est Laura, médaille de bronze à Paris. On va aller les voir. Bon, c'est pas tous les jours que je vais combattre contre une médaille d'or de judo. On y va? Oh, j'ai gagné la championne du monde et olympique. Le Centre national de judo de Peja poursuit un objectif clair, offrir aux athlètes des conditions optimales pour viser l'excellence tout en formant les futures générations de champions, en particulier chez les jeunes filles. Mais pourquoi l'élite du judo kosovar est-elle formée ici, à Peja? Pour le découvrir, je vais poser la question à 3 championnes olympiques. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Super. Nora, comment tu expliques qu'ici, à Peja, au Kosovo, il y a une pépinière de championnes du monde et championnes olympiques de judo? Le judo a beaucoup de succès au Kosovo grâce à notre entraîneur, Driton Kuka. C'était un grand champion à l'époque de l'ex-Yougoslavie. Quand il a créé le club, beaucoup d'enfants ont été intéressés de s'entraîner avec lui et de devenir un jour champion. Et là, on voit sur le mur, ce ne sont que des femmes. Comment tu expliques que ce sont que des femmes qui soient championnes du monde et olympiques? La motivation est plus forte chez nous, les filles. Et on s'inspire des succès de chacune d'entre nous. Ici, les filles, comme les garçons, rêvent de devenir des champions olympiques. Et ils n'ont pas peur car en voyant les photos sur les murs et en s'entraînant avec nous, ils savent que c'est possible. Et toi, Distria, gagner une médaille d'argent à Paris, ça devait être exceptionnel. À Paris, il y avait comme toujours beaucoup de public. En France, il y a beaucoup d'amateurs de judo et il y avait une ambiance incroyable. Cela m'a beaucoup motivée lors de mes combats. Paris est l'une de mes villes préférées et à chaque fois que je suis en compétition là-bas, je reviens toujours avec une médaille. Et en plus, on y mange très bien. Pour vous, qu'est-ce que ça vous fait de représenter votre pays, le Kosovo, aux Jeux Olympiques, une compétition vue dans le monde entier? Représenter le Kosovo, c'est une très grande émotion. Et à chaque fois que je participe à une compétition, j'essaye de représenter le Kosovo le mieux possible et de donner mon maximum. Bien que nous soyons un petit pays, on a quand même réussi à gagner 5 médailles olympiques. Shumfara Underit, merci beaucoup. Merci. Merci. Bienvenue en Kosovo.
Alors bien sûr, je ne pouvais pas venir au Kosovo sans faire une petite randonnée dans les montagnes. Le Kosovo, c'est d'abord un pays de montagne. Là, je suis dans les monts de la Rugova. C'est le joyau du Kosovo. Ici, les montagnes atteignent une altitude de près de 2000 mètres. La Rugova, ce sont aussi des canyons extrêmement escarpés. Et puis là, c'est l'automne, les couleurs sont magnifiques. Là, je vais retrouver dans un village Mena, c'est un guide francophone très haut en couleur, vous allez voir. Cela fait 40 ans que Mena fait découvrir le Kosovo et les Balkans aux touristes francophones. Passionné par sa région et par les contacts humains, il a toujours une petite blague prête à mettre à l'aise ceux qui viennent de loin pour découvrir son pays. Alors que je grimpe la montagne pour le rejoindre, une rencontre plutôt inattendue m'attend au milieu de la forêt. C'est vraiment très beau. On va passer par là. Eh mais j'entends parler français, bonjour. Ah, des Français. Bonjour. Bonjour. Salut. Marc, enchanté. Enchanté. Vous êtes francophone, bonjour. Oui, français même. Français, ok. Oui. Et donc, vous êtes en train de vous balader là dans la Rugova? Yes, c'est ça, on fait la vallée de Rugova, là, on était à Peja, donc c'est la première fois que je viens ici. C'est super beau ici. Hein. C'est très beau, les gens sont très accueillants, c'est vraiment un très beau pays, donc je conseille à beaucoup de personnes de supprimer tous leurs préjugés vis-à-vis des pays des Balkans et notamment le Kosovo et de venir ici pour visiter la capitale, les villes et bien sûr toute la partie nature du Kosovo, qui est incroyable. Je suis d'accord avec toi. Bon, bonne balade alors. Ouais, merci, bonne journée. Merci. Comment tu t'appelles? Marc. Marc, enchanté Marc. Enchanté, Yvan. salut, bientôt, bonne journée. Au revoir. Salut Mena. Salut Yvan. Comment ça va? Bienvenue, hein. Merci. Bienvenue dans mon pays. Ah, je suis très heureux de te rencontrer parce que oui, on est chez toi ici dans la Rugova. C'est parce que c'est beau et c'est chez moi. Ici, c'est la beauté même. Il n'y a que Dieu qui peut le faire comme ça, hein, parce que c'est plein et des rivières, et des pics, des forêts, des grottes, tu as des pâturages. Pour les randonneurs, c'est un paradis et ils viennent du monde entier. Même les vaches sont en liberté. C'est pas une vache qui rit. Hein. Alors, maintenant, Yvan, je vais te faire découvrir un truc. Quelque chose d'extraordinaire. On va chez Feta. Okay. Ça va être une surprise gastronomique géniale. Génial. On y va. Et ça tombe bien. On y va. Parce que j'ai faim. Bonjour. Voilà, ça c'est Fetia, je te présente, Ivan. Enchanté. Fetia. Ivan. Voilà, donc ça c'est la spécialité qui est vraiment très très connue et très très bon. La manière comment ça se fait, c'est exceptionnel. Comment ça s'appelle? Flia. Flia. Fli, oui. C'est de la pâte, comme pour les crêpes que l'on fait. On commence avec la première couche d'abord, puis après on met le couvercle chaud qu'on le chauffe sur la braise. Et on le met dessus, et puis quand c'est prêt, on met comment vous dites, le lait... la petite peau sur le lait. La petite peau sur le lait, qu'on le garde longtemps, ça a un goût formidable. Et puis après, elle recommence. Le même procès, ça dure entre 2 heures et 3 heures. Tu crois que je peux essayer? À moins d'être nerveux pour vous. Ah, pas la mine d'élite. Alors, voilà. Ah, merci. Et à la fin, le petit soleil. Voilà. Ah, voilà. Merci, Feta. Merci. Ah, la voilà qui arrive. Ah, la voilà. Ah, ça va être bon maintenant. Ah, bon, merci, ça c'est comme ça qu'on mange dans la Rugova. Ah ben. Et donc il n'y a pas de fourchette? Non, il n'y a pas de fourchette, ça se mange avec la main. Il n'y a pas de couteau. Couche par couche, tu enlèves, parce que c'est là la beauté et le vrai goût de Flia. Alors là, c'est... Hop. Ça, c'est le goût du Kosovo. Ah oui. Pour clore cette journée à la fois sportive et gourmande,
Mena m'invite à déguster un thé dans la chaleur douillette d'un chalet, niché au cœur des montagnes de la Rugova. Merci Mena, merci. Dis-moi, ça fait 40 ans que tu fais découvrir les Balkans, le Kosovo. 41 ans et demi. 41 ans et demi. Le 1er mai 1984. Bon, alors qu'est-ce que tu aimes le plus finalement dans ton pays, le Kosovo? C'est un pays qui est très beau, qui a plein de monuments historiques qui datent depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge et puis plus tard. Une histoire assez riche. Il y a beaucoup de sites qui sont sous la protection de l'UNESCO. Les gens, l'ambiance dans les restaurants, la nourriture, la gastronomie aussi. J'aime bien le Balkan en général, mais le Kosovo en particulier, bien évidemment, parce que c'est mon pays quand même, et je l'adore. Tu parles français depuis que tu es enfant. Qu'est-ce que la langue française t'apporte dans ta vie? Oh, beaucoup de choses ça m'a apporté. Tout d'abord, je n'aurais pas pu faire ce travail si je ne parlais pas français. D'autre part, c'était une énorme fenêtre sur une culture complètement différente, parce qu'avec la langue, tu apprends la littérature aussi. À part ça, ce que j'aime bien en français, c'est que je peux me permettre de faire des jeux de mots illimités. Ça se voit, tu aimes jouer avec les mots. Ah, j'adore. Alors si tu avais un mot, Mena, pour définir ton pays, le Kosovo, ce serait lequel? Pour moi, c'est l'hospitalité sincère chez les gens. Quand tu vas chez quelqu'un, tu ne te sens pas un étranger quand tu vas chez quelqu'un, tu te sens comme membre de famille. Ça, c'est cette approche. Donc, l'hospitalité, pour moi, c'est... Bien, je me sens très très bien chez toi et merci pour ton hospitalité. Merci d'avoir visité. Hein. Merci d'avoir visité. Trop bien. Il faut revenir. Absolument. Voilà, j'espère que cette découverte du Kosovo vous a plu. En tout cas, moi, au terme de ce voyage, je peux vous dire que j'ai eu la chance de vivre des moments magiques, à contempler des lieux magnifiques et surtout de rencontrer des Kosovars au grand cœur qui vous accueillent toujours avec beaucoup d'hospitalité et de générosité. Alors oui, venir au Kosovo, c'est aussi se rendre compte qu'on est bien loin des stéréotypes de guerre et de tensions qui lui sont associés. Alors je n'ai qu'un mot. Laissez-vous tenter par cette destination européenne encore confidentielle, vous allez adorer. Nous, on se retrouve bien sûr très prochainement sur TV5 Monde pour une nouvelle destination. D'ici là, portez-vous bien, où que vous soyez sur la planète francophone. Salut!